Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier webinaire du jeudi 30 mars 2023. On va s'intéresser à la téléassistance qui a beaucoup évolué ces dernières années, et notamment aux solutions nomades de téléassistance, les solutions innovantes pour accompagner les seniors et bien sûr leurs aidants dans une logique de sérénité. Donc on va parler de maintien à domicile. On va voir de quoi on parle quand on parle de maintien à domicile. Il y a des solutions de téléassistance à domicile qui existent, mais pas que. On va définir et parler de ces services. On va également regarder quels sont les intérêts, bien évidemment, pour les bénéficiaires et quels sont les intérêts pour les aidants. Pour parler de la téléassistance nomade ou de la téléassistance mobile, comme on l'appelle parfois, François Santo est parmi nous. Bonjour François. Bonjour. François, vous êtes psychologue clinicien chez Tunstall Vitaris. Stéphane Le Gall également est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Jérôme. Donc Stéphane, directeur du développement et du marketing Tunstall Exactement. Vitaris. Damien Defachel. Damien, bonjour. Bonjour Jérôme. Directeur des opérations et développement client Tunstall Vitaris. Et puis Madame Delattre. Madame Delattre, bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Très bien, je vous entends très bien. Madame Delattre, bienvenue. Vous êtes, et bonjour à vous, vous êtes abonné à un service de téléassistance nomade. Vous allez nous expliquer comment vous utilisez ce service et qu'est-ce que ça peut vous apporter au quotidien. Donc voilà, le débat et le schéma de ce webinaire est lancé. On va commencer directement avec François Santo, donc psychologue clinicien, sur une première thématique du bien vieillir. Qu'est-ce que ça veut dire, François, le bien vieillir en matière de téléassistance? Comment vous travaillez et quelle pierre vous ajoutez à l'édifice du bien vieillir au niveau de Tunstall Vitaris et en qualité de psychologue clinicien? On vous écoute? Alors, je commencerai par vous dire que bien vieillir, c'est une affaire de jeunesse. C'est-à-dire que on se prépare à bien vieillir avant d'être considéré ou de se considérer comme une personne vieille ou âgée, faire partie des seniors. Donc, c'est quelque chose qui nécessite de s'entretenir. Entretenir son corps, entretenir son esprit, prendre soin de soi, avoir une hygiène de vie, une hygiène en général alimentaire, une hygiène de vie la plus parfaite possible, s'occuper de soi, prendre soin de soi, se faire plaisir. Si on prend ces habitudes quand on est jeune, qu'on entretient son corps et son esprit, c'est beaucoup plus facile pour nous de vieillir et de se sentir bien quand on est considéré comme âgé. Bien vieillir quand on est âgé, c'est rester en contact avec la réalité, rester en contact avec la famille, quand c'est possible, avec les enfants, les petits-enfants, continuer d'être curieux, continuer de s'émerveiller, prendre soin de soi, bien évidemment, toujours dans la mesure du possible, avoir un étayage familial important, mais également peut-être le voisinage, un étayage amical quand c'est encore possible. Et puis aussi, c'est important, un étayage social, on pense aux auxiliaires de vie, aux aidants professionnels. Ça devient de plus en plus compliqué, ça l'est, mais on a des solutions concernant l'étayage médical. C'est important d'avoir un médecin référent. Il y a des solutions qui sont mises en place quand on n'a plus de médecin référent dans certaines communes, auprès des hôpitaux par exemple. Donc, c'est important d'avoir tous ces étayages pour bénéficier de tous les conseils possibles et surtout ne pas se sentir isolé, être replié, avoir l'impression de subir sa vieillesse. Voilà rapidement ce que je vous dirais, ce que je vous donnerai comme définition pour le bien vieillir. Madame Delattre, vous pourrez réagir à ce que je dis à n'importe quel moment. N'hésitez pas à m'interrompre pour compléter ce que je dis. Et puis continue à avoir des projets aussi. Bien sûr, ça en fait partie. Je crois que j'ai cité 1000 fois, mais je vais la reciter 1001 fois. Je ne sais pas si vous connaissez Hagakure, le livre secret des samouraïs, où il y a plein de petites histoires comme ça, de l'histoire des samouraïs et des enseignements, entre guillemets, des samouraïs. Il y a un moment, il y a une petite histoire où il y a un disciple qui demande qui voit son grand maître qui va commencer à apprendre le violon malgré un âge très très avancé. Et son disciple lui dit, mais grand maître, le violon nécessite des années et des années
d'apprentissage pour commencer à peine à pouvoir un peu dompter l'instrument, pourquoi, à votre âge très avancé, vous vous lancez dans cette aventure? Et son grand maître lui répond, au moins j'aurais commencé à apprendre le violon. Donc, effectivement, c'est un état d'esprit, bien vieillir. Je crois que tu peux confirmer ça dans les différentes relations que tu peux avoir avec notamment les abonnés en téléassistance. Mais c'est également combattre l'isolement. Tout à Hein, fait. si on- Tout à fait. Hein. On assure, alors le service d'assistance psychologique ou la cellule d'assistance psychologique assure, grâce aux chargés d'écoute qu'on appelle les anges gardiens, assure ce qu'on appelle une veille sociale auprès des abonnés de la téléassistance, c'est-à-dire que dès qu'on repère un besoin qui n'est pas couvert ou une difficulté chez la personne en lien justement avec la question du médical, du social ou du familial, moi j'interviens pour voir ce qu'il est possible de mettre en place au niveau du service pour apporter à la personne tous les étayages dont elle a besoin, hein, justement pour lutter contre ce sentiment d'isolement. C'est les anges gardiens. Alors, les anges gardiens, c'est qui? Qu'est-ce que vous appelez les anges gardiens? C'est le plateau de téléassistance ou alors c'est la famille, les aidants, le voisinage, les amis? Damien, je vais peut-être te laisser répondre. Ouais, Damien, la question est pour toi. Tout à fait, j'avais bien compris. Damien de Les anges Fachel. gar- Tout à fait. Donc, les anges gardiens, ce sont tous nos chargés d'écoute, mais pas que. Les gens qui sont dans les services clients, en comptabilité, à la facturation, sont tous formés pour déceler on va dire une veille sociale. Voilà, une veille sociale. Donc, à chaque fois, on va avoir, que ce soit un appel pour une facturation, la personne qui va répondre devient un ange gardien, puisqu'elle va faire attention à toutes ces choses-là. Toutes les personnes sont passées par la cellule de formation à la veille psychologique. Donc, tout le monde connaît François et François a passé beaucoup de temps avec chacun d'entre nous. Et à chaque appel, à tout moment, on va être capable de faire attention à ces petites choses-là et on va être capable de faire cette remontée au niveau de cette cellule. Et François, vous le disiez, c'est également l'activité physique, bouger, continuer à garder la forme, notamment après une hospitalisation. Ça, c'est important de le préciser à nouveau, puisque effectivement, les Français ne sont pas assez alertés là-dessus. Alors, je ne sais pas si les Français sont assez alertés. En tous les cas, c'est un point de vigilance à avoir, effectivement. Tout ce qui permet d'entretenir son corps et son esprit est important. Alors après, quand c'est possible, il y a toujours des questions de mobilité ou de réduction de mobilité. On a beaucoup de personnes qui souffrent d'arthrose, par exemple, hein, donc qui ont des périodes dans l'année qui sont un peu plus compliquées quand le temps est humide. Mais néanmoins, tout ce qu'il est possible de faire, et beaucoup de gens sont encore très investis à la maison. C'est pour ça que parfois la question des aidants professionnels se pose. C'est pas toujours facile d'accepter quelqu'un à son domicile parce qu'il est important de continuer aussi, et les personnes le disent. Moi, je veux continuer, je continue à faire mon ménage, je continue à faire un peu ma cuisine, etc. Et tout ça, ce sont des choses importantes. Comme continuer dans la mesure du possible à s'occuper des enfants, des petits-enfants. Hein. Les personnes qui ont beaucoup de liens avec les enfants et les petits-enfants sont des personnes qui vont quand même beaucoup mieux, se sentent quand même beaucoup moins isolées que des personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir ces liens. J'ai l'exemple, par exemple, d'une dame que j'accompagne et qui était enseignante et qui est très proche de ses petits-enfants parce qu'elle leur donne beaucoup de conseils concernant l'enseignement, la formation, le parcours universitaire, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose de très dynamisant pour elle. Et la conservation également du lien social avec les familles, les aidants, le voisinage, les amis, la ville, le village, et garder ses routines, sortir, continuer à avoir une activité. Et alors, on parle du maintien à domicile, c'est un terme un peu technique, mais globalement, c'est le vivre chez soi, le rester chez soi. Et finalement, continuer à vivre, à bien vivre chez soi, c'est être en capacité d'en sortir aussi et de ne pas être enfermé à domicile. Oui, c'est donc souvent là, compliqué. Madame Delattre. Madame Delattre. Je reviendrai sur le plan médical, parce que vous parlez du plan médical du médecin, l'importance d'avoir son médecin référent. Je pense que vous avez loupé quelque chose, parce qu'aujourd'hui, avoir un médecin référent, il faut se lever à 4 heures du matin pour le trouver. Je sais. Et quand vous avez un médecin référent et que vous essayez de prendre un rendez-vous, vous ne tombez pas encore sur lui.
Voilà, moi j'ai pris un rendez-vous chez un médecin, chez mon médecin référent. Je l'ai pris il y a 15 jours, 3 semaines et j'ai rendez-vous milieu mai pour le voir. Oui, tout à Mais fait. j'ai le temps de mourir 10 fois. Tout à fait. J'ai pris un rendez-vous chez un gastro-entérologue au mois de janvier, j'ai rendez-vous au mois de juin. Vous habitez dans quelle région, si c'est pas indiscret? Une région favorisée, Versailles. D'accord. Donc, on a tendance à se dire Versailles, région parisienne, il y a quand même pas mal de médecins. Pour autant, vous constatez que c'est pas évident d'avoir un rendez-vous rapidement avec son médecin, même si son médecin référent. Ah oui, absolument. Et les Absolument. plateformes que tout le monde a utilisées pendant la période de confinement, les Doctolib, vous utilisez ce type de plateforme ou vous passez simplement par le Moi, standard je suis obligée. De toute façon, pour prendre un rendez-vous avec les médecins, maintenant, il faut passer par Doctolib. Vous voyez, hier, j'ai essayé d'avoir un rendez-vous pour une amie là, chez un médecin. Il faut passer par Doctolib et le médecin n'ouvre ses rendez-vous que toutes les fins de mois. Donc, je lui ai dit à 5 heures du matin, le 1er avril, tu te lèves parce que la plage horaire n'est ouverte que pour un mois. Enfin, je trouve ça complètement inadmissible. Si je peux me permettre d'intervenir, Stéphane Le Gall, Jérôme et Madame Delattre, en tout cas, merci de vous joindre à nous, en tout cas, pour cet échange. Ce qui est vraiment important, et on en parle depuis le début sur la partie téléassistance, et je viendrai sur le point que vous avez soulevé, Madame Delattre, c'est que la téléassistance, aujourd'hui, il y a ce côté, aujourd'hui, bienveillant, du côté de la téléassistance, ces anges gardiens aujourd'hui qu'on vous a cités, nous sommes plusieurs aujourd'hui chez Tunstall Vitaris, puisqu'il y a 200 anges gardiens partout en France et 70 précisément vraiment au service de cette écoute sur notre plateau d'écoute. Il y a une vocation d'être un compagnon de vie. Ce compagnon de vie aujourd'hui, c'est on reçoit un appel, on ne sait pas quelle sera la nature de l'appel. Rassurons-nous tous autour de la table ou au travers de ce webinaire, on se parle réellement de cas d'urgence à hauteur de 10% par rapport à tous les appels que nous recevons et on reçoit quand même beaucoup puisque on gère 3 millions d'appels par an, 2 millions rentrants et 1 million sortants. Donc ça vous donne un petit peu le volume que l'on est capable de couvrir. Ce que nous dit Madame Delattre est très juste. C'est qu'effectivement, alors ne vous méprenez pas, Madame Delattre, dans ce que je vais dire, c'est ce que vous dites, on le sait bien, et c'est une vraie problématique, parce que c'est même pas une question de problématique de seniors ou pas, c'est une problématique générale au niveau de la France où il y a une carence aujourd'hui qui est bien connue au niveau des médecins. Et c'est pour ça que ce marché de la téléassistance, on va arriver sur la thématique, sur la partie mobilité, mais c'est important que je fasse un petit focus par rapport à ça, c'est que Tunstall Vitaris, aujourd'hui, on n'est pas là pour empiler des services et en se disant on va réussir à les proposer, on va voir comment ça se passe. Non, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que ce que vient d'évoquer Madame Delattre aujourd'hui, c'est ce qu'on fait régulièrement. C'est-à-dire qu'on a des enquêtes aujourd'hui, des consultations auprès de nos aidés, donc les fameux nos fameux bénéficiaires, et on a des enquêtes auprès des aidants. D'accord, parce que ces deux personnes sont extrêmement liées. C'est-à-dire que l'aidant aujourd'hui a une pression, et François peut mieux en témoigner, une pression psychologique aujourd'hui pour assister finalement son proche, son voisin, etc. Et puis il y a ce bénéficiaire comme Madame Delattre aujourd'hui qui est en attente effectivement d'un service, qui se dote aujourd'hui d'une solution nomade. Ce sera vous, Madame Delattre, qui pourra mieux l'exprimer, mais dans une notion effectivement de se sentir tranquillisé au niveau de l'esprit. Donc finalement, quand on est tranquillisé, on a un petit peu plus de liberté. Et savoir qu'à tout moment, effectivement, avec une pression sur un bouton comme à Madame Delattre, qui est ça, exactement, on a la possibilité d'être mis en lien aujourd'hui avec un chargé d'écoute qu'on appelle ange gardien. Donc, je voulais en arriver où les besoins aujourd'hui qu'exprime Madame Delattre, on le sait. On est en train de travailler dessus aujourd'hui, et pas uniquement sur ce type de thématique. Il y en a plein d'autres. Voilà. Quand on se parle de maintien à domicile, c'est vrai que le terme est assez particulier. Et finalement, c'est vivre en toute sérénité chez soi et sur le lieu de vie qu'on a choisi. Et un lieu de vie qu'on a choisi n'est pas forcément le domicile, c'est-à-dire le vote, Madame Delattre. Ça peut être un domicile collectif dans une résidence service senior, c'est du domicile. D'accord. Donc, on est de plus en plus dans une logique où ça a toujours été notre cadre. C'est on propose des solutions humaines et des solutions technologiques.
On ne propose pas des solutions technologiques et humaines. Le sens dans lequel je le dis a vraiment une importance parce que c'est ce qui fait la qualité du service aujourd'hui et notre accompagnement au quotidien par rapport à nos bénéficiaires d'aujourd'hui et ceux qui arrivent. Voilà. Et pour après te redonner la main, Jérôme, sur ce webinaire. Nos solutions aujourd'hui qui ont été construites au fil des années ont été construites par des retours d'expérience comme Madame Delattre, qui nous permet aujourd'hui d'avoir, on va dire, d'être un compagnon de vie sur tout un parcours de vie, et quel que soit où la personne se trouve. C'est-à-dire que ça peut être le domicile, ça peut être en résidence. C'est pas l'objet de notre discussion, mais nous avons aussi des solutions en établissements médico-sociaux destinés aux EHPAD ou les hôpitaux, etc. Mais c'est important. Voilà, c'est cet accompagnement aujourd'hui que la téléassistance se doit d'avoir avec la totalité de ses bénéficiaires et d'être en capacité, et ça c'est très important, François nous aide par rapport à des formations qui sont bien spécifiques en psycho-gérotologie, mais pas seulement, pour pouvoir effectivement avoir cette finesse d'écoute aujourd'hui qui nous permet aujourd'hui d'apporter cette bulle d'oxygène ou de sécurité à l'intégralité de nos bénéficiaires. Et s'il y a un besoin qui est naissant aujourd'hui ou un besoin exprimé, on est là en tout cas pour y répondre ou mettre en relation effectivement notre bénéficiaire avec la personne qui pourra délivrer ce service-là. Donc c'est vraiment important ce point-là. Mais ce que vous avez dit, Madame Delattre, est très juste. Et une autre, un des slogans vous m'avez indiqué, c'est une autre idée de la téléassistance. Une autre idée de la téléassistance, c'est-à-dire que peut-être demain, pour avoir un rendez-vous chez son médecin, on pourra appuyer sur son médaillon et avoir ce type de service. C'est des choses auxquelles vous réfléchissez? C'est des choses effectivement auxquelles on réfléchit. Donc par rapport à ça, on peut se parler aujourd'hui d'un médecin, on peut se parler de tout simplement Madame Delattre rencontre un problème d'ampoule chez elle et bien évidemment Madame Delattre ne va pas monter sur un tabouret au risque effectivement de se blesser. Donc on est là pour répondre à ce type de questions et encore une fois dans cette bulle de bienveillance aujourd'hui. C'est pas mettre en relation et détacher quelqu'un pour remplacer l'ampoule en 5 minutes. C'est un temps d'échange, c'est-à-dire que les 5 minutes vont être utilisées pour le changement d'ampoule, mais il y en a 55 autres qui seront là aujourd'hui pour échanger. Voilà, je pense que l'écoute, l'échange, tu parlais, Jérôme, effectivement, d'une certaine philosophie de vie, de mode de projet. C'est quand on se projette aujourd'hui qu'on avance et qu'on construit finalement son bien vieillir ou son bien-être tout simplement tout au fil de la vie. Donc voilà, on est sur plein de sujets aujourd'hui. La richesse que l'on a au travers de nos bénéficiaires est extrêmement important parce que on discute d'une façon extrêmement ouverte, comme vient de le faire Madame Delattre. On prend ces informations-là. Alors, il y a des sujets qu'on ne pourra pas forcément traiter parce qu'on n'est pas en capacité de le faire. Il y a des sujets qu'on ne pourra pas traiter nous personnellement parce qu'on n'a pas cette compétence, mais à nous, aujourd'hui, de nous associer à des partenaires de renom qui pourront effectivement délivrer des prestations bien spécifiques et étendues. Et puis, on a des compétences internes, effectivement, sur l'écoute et puis sur un certain nombre de solutions technologiques qui sont là aujourd'hui pour assurer la sécurité. Alors justement là-dessus sur les solutions technologiques, un peu plus de 200 000 bénéficiaires abonnés aujourd'hui. 220 000 même, précisément. 220 000 pour être précis. Pour vous connaître un petit peu, vous êtes tout le temps à l'affût des nouvelles innovations. Avec un métier historique, la téléassistance à domicile, vraiment où le service fonctionne à domicile. Et donc là, vous avez développé, à l'instar de plusieurs acteurs du secteur, vraiment la logique de téléassistance nomade. Techniquement, concrètement, comment ça se présente? Exactement. Alors, tant que tu étais dans les métriques, on a aujourd'hui 220 000 bénéficiaires. Effectivement, on espère bien évidemment en avoir plus parce que je pense que le marché est énorme. C'est 220 000 bénéficiaires. Les besoins sont énormes. Les besoins effectivement sont énormes sur un marché qui est estimé à 650 000 et qui fait que aujourd'hui nous sommes le leader de la téléassistance et de la santé connectée en France. D'où effectivement beaucoup de personnes qui tapent à la porte, intéressées en tout cas par rapport à notre réseau et puis notre volonté toujours d'avancer et de sortir un petit peu des chemins battus, d'où effectivement cette nouvelle image aujourd'hui de la téléassistance
qui a besoin aujourd'hui effectivement d'apporter un complément d'offres. Alors maintenant, effectivement, c'est que depuis des années, on se parlait de la téléassistance à domicile. Donc la téléassistance à domicile, on a un panel effectivement de solutions qui nous permet de répondre à toutes ces demandes. Mais la seule chose, c'est que la vie aujourd'hui, elle n'est pas qu'à domicile. Je veux dire, aujourd'hui, et heureusement, donc quand Madame Delattre, et ce sera la bonne transition pour vous donner votre retour d'expérience de pourquoi effectivement vous avez opté sur ce type de solution. Mais quand je sors de chez moi aujourd'hui pour aller faire mes courses, pour aller chercher mes médicaments, pour aller voir des amis, pour aller chez mon coiffeur. Donc, on se parle on va dire de parcours, de proximité, etc. J'ai besoin d'être aussi bien que je me sens à l'intérieur quand je me sens protégé. La seule chose, c'est que les systèmes de solutions dédiés au domicile ne sont que pour le domicile. Et quand vous franchissez votre part, finalement, cette casquette ou cette cloche de tranquillité, elle n'est plus là. Et on sait très bien que aujourd'hui, sortir de chez soi, c'est se mettre en danger. Enfin, en tout cas, psychologiquement parlant, c'est sortir de son cocon et aller vers l'extérieur. Donc, pour avoir cet accompagnement, aujourd'hui, on a mis en place effectivement des solutions que l'on appelle nomades, des solutions mobiles, qui passent par deux solutions technologiques. Donc, le premier, c'est ce petit bouton. D'accord, qu'on appelle Vigie Mobile. Donc je vais l'approcher. Hein. Vous voyez que c'est tout petit, on a un petit bouton, SOS qui se trouve ici. Quel est l'intérêt d'avoir un bouton comme ça? Ce bouton, en fait, vous allez glisser dans votre poche, dans votre sac à main, Madame Delattre, où y accrocher tout simplement vos clés. Donc ça va vous accompagner. Et en fait, cette solution intègre à la fois un système d'interphonie où quelqu'un peut vous parler au travers de ce bouton. Vous pouvez aussi, comme un téléphone en fait, parler effectivement à la personne qui va échanger avec vous, effectivement une carte SIM. Et ça, c'est le gros intérêt d'avoir une solution mobile, c'est qu'à tout moment aujourd'hui, s'il y a la moindre chose qui se passe, dès lors qu'on reçoit une alerte, on est à même de pouvoir vous localiser d'une manière très précise. Et une localisation précise, ça veut dire que si derrière on est, et je ne le souhaite pas, et je suis ravi, Madame Delattre, si j'ai bien compris que vous ne l'avez jamais utilisé, parce que l'objectif, enfin, c'est comme un détecteur de fumée, hein, c'est pareil. C'est une assurance. On l'installe, on l'oublie, et puis le jour, par contre, il se passe quelque chose, on n'attend qu'une seule chose, c'est que ça fonctionne. Voilà, donc c'est ça. Et ça, c'est un bouton assez simple. Donc effectivement. Et puis même, quand on se parle d'autonomie, hein, bon, vous avez compris, je suis bavard. Hein. Quand on se parle effectivement d'autonomie, c'est qu'il y a le côté effectivement où j'appuie parce que c'est moi qui ai décidé d'appuyer, d'accord. Mais la seule chose, c'est que il y a un système à l'intérieur qui nous permet effectivement de détecter certaines chutes lourdes avérées. Et dans ce cas-là, effectivement, sans avoir appuyé, il y a une alerte qui part directement chez nous. Et cet ange gardien qui a été cité va décrocher et va faire intervenir, si besoin, les services d'urgence, effectivement. Donc là, on se parle d'une première solution. Donc, c'est des solutions, aujourd'hui, on commence à partir de 27,90 € par mois sous forme d'abonnement. Hein, je précise, hein, la téléassistance Tunsul Vitaris aujourd'hui, c'est des abonnements qui sont sans engagement, d'accord. Donc, à tout moment, on peut arrêter, ça c'est important. Et surtout, voilà, c'est que derrière, il y a tout un service qui est derrière. Il y a d'autres solutions. Pour terminer, Jérôme, c'est ça. Enfin, voilà. Si on finit de brosser l'éventail, oui. Ouais, si on finit de brosser l'éventail, c'est tout simplement aujourd'hui une solution que tout le monde porte en fait. C'est une montre, voilà. C'est une montre assez, discrète. Hein, c'est ce qu'on appelle une montre connectée. Et en l'occurrence, celle-ci. Je vous vois sourire, Madame Delattre. Oui, Vous n'avez pas opté pour la montre, vous? Non. Vous n'avez pas opté pour la montre, mais parce que je vous confirme que c'est une montre pour la jante masculine. Il y a une montre pour la jante féminine, qui est quand même. Pour la discrétion, il y a mieux. Alors, je vous confirme, la féminine. Alors, vous savez quoi? Ma montre de tous les jours, la montre connectée. Oh ouais. Je vois pas trop de différence. Mais bon, ce qui est important, Madame Delattre, et là vous mettez le point sur quelque chose d'important, c'est quand on sort ce type de solution aujourd'hui, c'est l'adoption.
de ce La système. liberté de La choix. liberté de choix. Voilà. C'est pour ça qu'on a opté pour ces deux solutions-là, parce qu'on sait que certaines personnes n'accepteront pas ça, et inversement. Bon, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la même chose que je vous ai montré précédemment, d'accord, mais c'est une montre, d'accord, et avec d'autres spécificités. On peut passer sous la douche avec les deux produits, hein, je précise. Ok, merci, Voilà. merci pour ce briefing technique quelque part. Madame Delade, donc ça fait, je crois, un peu plus d'un an que vous vous êtes abonnée. Quelle a été finalement la démarche? Pourquoi vous avez passé le pas? Alors, je me suis abonnée chez vous à Vitaris par le biais d'ailleurs de la mairie de Versailles, du CCAS de la mairie de Versailles, au mois de septembre, quand je suis rentrée chez moi, parce que j'ai subi 2 interventions chirurgicales au mois d'août, enfin juillet et août. La première, c'était une arthrodèse qui aurait dû bien se passer. Et la deuxième, j'ai fait une ménagocèle. Donc, il a fallu recommencer, vider les poches, nettoyer tout ça. Donc, c'était un peu, un peu lourd, quoi. Un peu lourd, oui. Entre les deux, je suis allée en maison pour une rééducation, puisque en principe, tout devait bien se passer à Louvciennes. Je ne vous donnerai pas son nom, ni je vous la recommanderai. Je suis partie fin août pour retourner à l'hôpital pour une deuxième opération. D'accord. Et quand je suis revenue, je ne me sentais pas très rassurée chez moi. Et mon fils n'était pas non plus très tranquille, finalement. Il habite à proximité? Il habite à 25 km. Il y a des familles qui ont des distances encore plus grandes, mais ça reste quand même 25 km. Oui, mais enfin, ceci dit, il est quand même très présent. Donc, c'est quand même important. Mais donc, je me sens quand même plus sécurisée d'avoir chez moi le Vitaris en disant si je tombe chez moi, parce que ça m'est déjà arrivé. Et quand ils m'ont installé ça, ils m'ont donc parlé du système nomade que j'ai accepté immédiatement parce que avant de rentrer à l'hôpital au mois de juillet, les trottoirs de Versailles, qui sont très beaux, sûrement, ne sont pas faits pour les personnes âgées. Donc, vous avez des petits pavés, vous avez comme partout, vous savez, vous avez le bitume qui gonfle, vous avez les plaques de la Compagnie des Eaux, de France Télécom qui s'effondrent et qui créent des creux sur le trottoir. Donc, quand vous marchez mal, parce que quand vous êtes opéré du dos, vous ne marchez pas très bien, et que vous prenez les pieds dans ce genre de choses, eh bien, vous tombez. Ça m'est arrivé au mois de juillet. Et si j'avais pas rencontré des jeunes, hein, je précise, qui étaient en voiture et qui se sont très gentiment arrêtés pour me relever, je crois que j'aurais passé la nuit sur le trottoir. J'étais dans l'incapacité totale de me relever. Petit message au service d'urbanisme, les bancs aussi. Il y a de moins en moins de bancs dans les villes, donc c'est compliqué. Donc, en fait, si vous voulez, j'ai tout de suite opté pour ce système. Et quand je sors, je me sens quand même beaucoup plus sécurisée. Je me dis, j'ai ça sur moi. Voilà. Et puis, est-ce que, bon, intervient qui veut, mais on peut aussi l'avoir sur soi et l'utiliser quand on part en vacances, quand on va quand vous allez chez votre fils. Voilà, c'est un système que vous pouvez vraiment prendre à tout moment, quoi. Dès que je sors de chez moi pour aller n'importe où, je le prends. Parce qu'en fait, je peux aller me promener en forêt, puisqu'à Versailles, nous avons cette chance, et me prendre les pieds dans une racine d'arbre. Hein, donc, en fait, il y a quand même une sécurité d'esprit de dire, avec ça, au moins, si je tombe, il y a quelqu'un qui viendra me chercher où je suis. Et vous l'utilisez, vous le portez sur vous également à la maison ou... Non, parce qu'à la maison, j'ai le système. D'accord. Alors, j'ai pas la montre connectée parce que c'est quand même pas très chouette, hein, mais j'ai le petit là, comme ça, ce qui est quand même beaucoup plus un discret. bracelet classique, entre guillemets. C'est un bracelet classique, oui, c'est quand même beaucoup plus discret, hein, vous m'excuserez. Non, mais je pense qu'on a le même, Madame Delattre. Voilà. Exact, vous voyez, exactement. on a exactement le même. Donc voilà, non, mais c'est ça qui est important et c'est là où c'est toute la discussion, c'est cette tranquillité d'esprit chez soi et cette tranquillité d'esprit à l'extérieur du domicile. Donc, Attenzione Vitaris a une solution et une réponse à apporter par rapport à un besoin qui est au niveau du domicile et on a aussi une réponse à apporter
à l'extérieur du domicile. Et je rebondis juste sur ce que tu as dit. Les solutions qui sont à l'extérieur du domicile bénéficient d'une carte SIM. Une carte SIM, ça s'arrête pas à 20 mètres après avoir franchi la porte. Donc effectivement, on peut aller plus loin pour être toujours sécurisé avec ce service-là. Tout à fait. Moi, j'ai une question à François. Est-ce que quand on n'a pas peur de tomber ou de se prendre les pieds dans une racine ou dans un élément de la voirie, on est finalement psychologiquement plus rassuré et de fait on tombe moins. Les personnes qui ont peur de tomber, est-ce qu'elles tombent plus facilement? Est-ce que la question sous-jacente, c'est est-ce que quand on a un système finalement qui nous rassure parce qu'on sait que si on tombe, on va pouvoir émettre une alerte, on est soi-même rassuré et donc un petit peu plus à l'aise et que forcément les chutes deviennent moins fréquentes, puisque Madame Delattre disait, moi, ça fait 1 an que je suis équipé, j'ai pas eu à l'utiliser. Est-ce qu'il y a un phénomène de réassurance qui existe? Alors moi, je vais vous répondre. Moi, je vais vous répondre pour moi. Vous m'écoutez? Oui, oui, très bien. tout à fait. On vous entend, Madame Delattre. Je vais vous répondre pour moi. On est aussi plus disponible à ce qu'on fait. Parce que quand on marche et qu'on a peur de tomber, on a toujours les pieds rivés au sol, sur ses pieds, les yeux. Et en fait, on ne profite de rien de ce qu'on fait. Si vous sortez, je pense que vous connaissez Versailles, mais si vous sortez avenue de Saint-Cloud, avenue de Paris, tout ça, boulevard de la Reine, où il y a énormément de fleurs en ce moment, si vous avez les yeux rivés sur les pieds, vous ne les avez pas sur les fleurs. Donc, en fait, je peux quand même profiter des fleurs et marcher. Donc ça vous rassure, c'est comme si moi je fais de la moto par exemple, si à chaque fois que je prends ma moto, je me dis je vais tomber, à un moment ou à un autre ça va arriver. Donc merci de cette précision. François, il y a François Santo, il y a une logique d'assurance psychologique quelque part. Alors, ça a été étudié ça? Alors, je ne pourrais pas répondre précisément parce que je ne connais pas d'études particulières que je pourrais vous citer pour étayer. Alors, il faudra en trouver une parce que ça serait intéressant. Il est bien évidemment, c'est évident que ce dispositif va rassurer les personnes qui les portent, mais va également rassurer les aidants familiaux, les aidants professionnels. Ça c'est important. Et surtout, ce que ça va permettre, c'est le maintien de l'autonomie. C'est-à-dire que Madame Delattre le dit très bien, puisqu'elle est rassurée, elle continue de sortir et de profiter de tout ce dont elle peut profiter quand elle est à l'extérieur de son domicile. Les études qui ont été réalisées en psychologie concernant les chutes tendent à montrer qu'une personne, quand elle va commencer à chuter, ça va augmenter son risque d'isolement parce qu'une chute peut en entraîner une autre. En tous les cas, elle entraîne certainement la peur de la chute. Et souvent, ce qu'on observe chez les personnes qui commencent à chuter, c'est elles vont sortir de moins en moins parce qu'il va se développer une forme de, alors je vais mettre ce terme là-dessus, c'est pas le terme exact, mais une forme de phobie de la sortie, de la peur de chuter. Donc en fait, ce système qui rassure peut permettre de lutter contre cette phobie ou cette peur de chuter et en tous les cas, ça va préserver l'autonomie de la personne. Ça, c'est sûr et certain. Alors justement, sur les aidants, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu évoquais les aidants, qui sont-ils? Quel est leur rôle? Est-ce qu'on peut un peu préciser donner quelques précisions? On distingue 2 types d'aidants. Il y a les aidants professionnels qu'on appelle des auxiliaires de vie, qui sont souvent mandatés par des organismes très connus dans les CCAS, dans les communes partout en France. Alors des aidants qui font pour la plupart, la très grande majorité du très très bon travail, dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, mais souvent moi le discours que j'entends des personnes que j'accompagne, c'est que leurs aidants professionnels sont très précieux. Ça pose d'ailleurs problème quand ces aidants sont en congé. Je ne sais pas, Madame Delattre, si vous avez des aidants à domicile, vous pourrez confirmer ou infirmer mes propos. Mais en tous les cas, les aidants professionnels, quand ils vont être en congé, ça pose problème parce qu'ils vont être remplacés, on ne sait pas par qui. Quand ils sont remplacés, et on ne va pas revenir sur la question des médecins, mais ça pose aussi la question de la disponibilité des aidants professionnels. On sait qu'il est très compliqué de recruter des personnes qui sont formées. Donc, il y a la première catégorie qui sont les aidants professionnels. La deuxième catégorie qui n'en est pas moins importante, qui est la catégorie des aidants familiaux. Et là rentrent toutes les catégories de membres de la famille, que ce soit les enfants, que ce soit les neveux, les nièces, les cousins, les filleuls, etc., etc. La plupart du temps, ce sont des enfants. C'est parfois
pas simple parce que les enfants ont leur vie, ils ont également des enfants, donc il y a des petits-enfants, etc. Donc c'est parfois pas simple de se partager entre les parents, entre, j'ai envie de dire, la génération ascendante et la génération descendante. Mais en tous les cas, la présence des aidants familiaux est également, et Madame Delattre, vous en avez parlé, vous avez parlé de votre fils qui était très présent, est fondamentale, bien sûr. Elle a aussi besoin, cette catégorie de personnes, ces aidants familiaux, ont aussi besoin d'être rassurés, parce que quand on est enfant, la plupart du temps, on est quand même inquiet pour nos parents. Et un dispositif tel qu'un dispositif nomade peut rassurer, bien sûr. J'ai rebondi, hein. Pardonnez-moi. Madame Delattre voulait intervenir. J'avoue que si ce dispositif nomade avait été créé depuis plus longtemps, je l'aurais utilisé depuis plus longtemps parce que moi, j'ai hélas eu mon mari qui a été paralysé pendant 18 ans. Il avait donc le dispositif à domicile, mais quand il sortait dehors avec son fauteuil électrique et tout, s'il avait eu un dispositif nomade, j'aurais été souvent beaucoup plus rassurée. Je ne l'ai pas cité, mais effectivement, dans les aidants familiaux, on a souvent, et vous me y faites penser, Madame, on a souvent le conjoint également, qui fait partie des aidants. Je pense par rapport à tout ce qui vient d'être dit là, les solutions dans la téléassistance, ton solitaris, dit en préambule, c'est à la fois pour le bénéficiaire et à la fois pour l'aidant. Madame Delattre, quand vous dites que votre fils est à 25 km, et que c'est un fils attentif, si j'ai bien compris, et c'est très bien. Bravo. La seule chose, c'est qu'il habite à 25 km. Et il habite 25 km en région parisienne. Et sa disponibilité et son temps d'intervention ne peut pas être le même que quelqu'un qui habite en province. Et puis, effectivement, il y a cette différence de génération entre la génération active, donc avec un travail, avec des engagements professionnels, des engagements personnels, et c'est difficile d'être toujours, on va dire, disponible à 24 heures sur 24. Et c'est une pression au quotidien. Et c'est pour ça que la téléassistance aujourd'hui, c'est une solution alternative permettant effectivement à chaque personne d'avoir cette tranquillité d'esprit et de se sentir sécurisé. Moi, je suis au travail. Si ma maman chute, je sais qu'il y aura quelqu'un et il y aura des anges gardiens qui vont répondre dans les temps pour faire intervenir, si besoin, effectivement, les services d'urgence. C'est vraiment une grosse tranquillité d'esprit. Et puis pour maman, elle est libre. Voilà, ça apporte de la liberté aussi. Moi, j'ai bien aimé ce que vous m'avez dit, ce que vous avez dit, Madame Delattre. On profite de sa promenade. On profite quelque part, effectivement, de ce bien vivre. C'est pas une question d'âge. Hein. C'est que voilà, on profite, voilà. Et ça, je retiens, c'est un très bel argument. Et Damien de Fachel, directeur des opérations et du développement, qu'est-ce qu'on peut rajouter au panorama qui vient d'être brossé? Alors, ce qu'il faut penser, c'est qu'on parle souvent de chute, et sur ces solutions, on ne va pas parler simplement de chute. Et je vous raconterai une petite histoire, mais on peut parler d'égarement. Malheureusement, on peut parler d'agression. Oui. Et on n'est pas que sur de la chute. Donc, c'est aussi un autre aspect qu'il faut aborder, puisque c'est vrai qu'on parle de chute depuis tout à l'heure, mais il y a d'autres aspects. Et pour la petite histoire, j'avais une dame qui s'était égarée, qui appuyait sur sa téléassistance, donc sur cette solution mobile, et un ange gardien lui a répondu, et elle a expliqué qu'elle était perdue, qu'elle ne se retrouvait plus. Donc, on lui a dit de ne pas bouger. On a appelé un de ses aidants qui s'est déplacé directement sur le lieu. Et vous voyez, on n'est pas dans le cas d'une chute, mais on a accompagné quelqu'un grâce à cette solution mobile et on a réassuré quelqu'un grâce à cette solution mobile. C'est une petite histoire, mais qui montre aussi qu'on ne parle pas que de chute. C'est vrai que c'était un des sujets prédominants des premiers échanges, mais c'est plus vaste. C'est plus vaste au quotidien, c'est plus vaste. En qualité de directeur des Madame Delattre. Non, je voulais vous dire qu'il fallait absolument, ça me paraissait quand même important de développer la téléassistance à l'extérieur. C'est aussi important que de développer la téléassistance à l'intérieur. Mais l'extérieur, il faut vraiment la développer parce que ça peut apporter beaucoup. Oui, parce qu'elle est avec plein d'autres complémentarités et on sort que du cadre de la chute. On va dans une sécurisation au sens plus large de la personne. Et ça, c'est important. Et c'est vrai que pour l'extérieur, c'est important puisqu'il y a d'autres aspects
qu'on ne va pas retrouver au domicile. Et ce que dit Damien est très juste. Hein, je le disais, 3 millions d'appels, 2 millions rentrants, 1 million sortants. Sur les 1 million sortants, on appelle ça des appels de réconfort. On oublie la notion appel sortant, c'est-à-dire que c'est appel sortant, c'est un ange gardien aujourd'hui qui, par rapport à un calendrier bien déterminé, défini avec le bénéficiaire, on va appeler 2 fois par mois, plus la personne pour échanger sur son quotidien, sur ce qu'elle a fait, ce qu'elle souhaite faire. Enfin, il y a une vraie relation qui s'instaure autour de la table. On est souvent à faire ce qu'on appelle de la double écoute. Et vive ma vie en fait quelque part, hein. Et on voit le lien qui s'instaure aujourd'hui par rapport à ces anges gardiens. Donc ça c'est extrêmement important. Ce que tu dis Damien est très juste, c'est qu'on a vraiment effectivement parlé sur la chute, mais je le rappelle, 10% aujourd'hui des appels rentrants ne sont que sur des cas vivants très spécifiques qui obligent de faire intervenir des services d'urgence. Souvent c'est l'appel effectivement d'entendre une voix d'un ange gardien. Pour échanger. Et Madame Delattre, vous avez raison, c'est que là, on est aussi dans ces démarches-là où il y a une vie intérieure et il y a une vie extérieure. Et les deux sont aussi importantes. Voilà. Donc, OK. Damien de Fachel, derrière c'est pas une montre, mais derrière le bouton ou la montre de téléassistance, qui est directeur des opérations, on imagine peut-être mal ou pas toute la logistique que ça implique, toutes les services d'appel. Est-ce qu'on peut un peu montrer le dessous de comment dire, le côté backstage de la téléassistance, si on devait un peu résumer ça. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc déjà, avant tout, un ange gardien, c'est quelqu'un qui a eu le temps d'être formé, de comprendre et d'analyser des situations. Donc, chaque situation, alors on parlait de service de secours tout à l'heure, mais chaque situation est analysée. Donc, on va bien d'abord recenser un besoin et après, on va faire soit appel à notre réseau de solidarité, hein, qui sont, on le disait tout à l'heure, hein, soit des aidants professionnels, soit de la famille, des proches, et où on va appeler les secours, et où on va appeler, on parlait tout à l'heure d'agression, la police. Donc, derrière, déjà, ce qu'il va y avoir, c'est de l'autonomie. C'est-à-dire que chaque chargé d'écoute a cette autonomie, et on ne rentre pas dans un script type où on va dire un déclenchement vaut telle situation, et ainsi de suite. Donc, on a une équipe d'anges gardiens qui sont déjà autonomes. Et déjà, ça, c'est une force, mais c'est très dur à arriver jusqu'à l'autonomie d'un ange gardien. C'est plusieurs mois de travail, réellement plusieurs mois de travail. Et selon la situation, donc, il va prendre une décision d'appeler les aidants, ou alors l'urgence va être avérée et il va décider d'appeler les secours. Donc, lui, il va analyser cette situation et faire une résolution. Alors, ça va être passer par un contact et lui dire, écoutez, votre maman se trouve, je prenais l'exemple tout à l'heure, mais votre maman se trouve à tel endroit, elle est perdue, elle n'arrive plus à rentrer chez elle, vous rendre sur place. Le fils étant disponible, pas disponible, on passera au contact suivant. Mais on ne laissera jamais une situation sans résultat. Notre mission à nous, elle est de trouver une solution à chaque déclenchement. Donc, un déclenchement vaudra une solution et vaudra une résolution. Donc, ça, dites-moi. Non, tout à fait. Mais peut-être qu'il faudra faire un autre webinaire un jour en direct du plateau, en respectant le côté secret que vous pouvez avoir avec dans les relations que vous avez avec chacun des abonnés. Mais il y a, voilà, pour avoir visité pas mal de plateaux de téléassistance, il faut quand même expliquer qu'on n'est pas sur un plateau d'appel où quand ça va sonner, on va attendre, voilà, il y a toute une sécurité qui est mise en place, une redondance, non, mais c'est bien de l'expliquer, peut-être aussi une redondance des générateurs électriques en cas de coupure de courant. Voilà, il y a quand même tout ce dispositif-là. C'est pas un bunker, mais presque. Hein. C'est très sécurisé, oui, en effet, je confirme. Non, mais ça fera l'objet, Jérôme, je pense effectivement d'un autre sujet, mais aujourd'hui, le service délivré, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a aucune coupure. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, l'infrastructure est faite de telle sorte que si malheureusement on a un problème technique, il y a une redondance qui s'opère, etc. Enfin, bon, voilà. Donc ça, c'est des sujets qui sont vraiment importants. Juste une petite précision par rapport à ce que disait Damien.
Dans les normes de la téléassistance, parce qu'il y a une norme qui existe, c'est qu'aujourd'hui, à partir du moment où le bénéficiaire souscrit effectivement à un abonnement de téléassistance, la personne doit nous fournir 2 contacts de son entourage proche. Proche ne veut pas dire familial, mais proche dans le sens où 2 contacts qui peuvent intervenir dans un délai de moins de 30 minutes et ayant accès aux clés du domicile. Voilà, c'est quelque chose d'important parce que c'est des choses qu'on oublie parfois de signaler, mais dans le cadre d'une intervention d'urgence par les pompiers, si l'accès au domicile, il n'y a pas d'accès au domicile, ça peut engendrer des coûts importants de portes cassées, de fenêtres cassées. Donc ça, voilà pourquoi on s'assure, on est vraiment dans un rôle préventif. Ça, c'est un terme qu'on n'a pas beaucoup dit pendant ce webinaire, mais la prévention l'emporte sur le réactif. Voilà, si on prévient les choses se passent beaucoup mieux. Voilà. Donc, c'était juste une précision. Ouais. Par politesse, je ne demanderai pas l'âge de Madame Delattre. On a une question qui dit quel est l'âge moyen des utilisateurs de la téléassistance, ou par exemple, les téléassistances, on peut peut-être faire un focus sur la téléassistance nomade, et quel est l'âge recommandé du début de la téléassistance? Deux questions intéressantes. Oui, alors c'est pas des questions. Il y a une question facile et il y a une autre question qui est plus délicate. L'âge médian aujourd'hui chez nos personnes qui souscrivent, c'est 83 ans précisément. Okay. Et un petit clin d'œil à notre doyenne qui a 106 ans. Voilà, donc vous voyez l'accompagnement en tout cas du service que l'on peut apporter. Maintenant, à ta question, Jérôme, de quand est-ce qu'on doit se doter aujourd'hui de la téléassistance, je pense qu'au-delà de la notion de téléassistance, c'est à un moment donné, c'est à quel moment en fait on a besoin d'être tranquillisé dans sa vie de tous les jours. Voilà, c'est peut-être lui. Pardon, Madame Delattre? Oui, mais moi, c'est ce que j'ai envie de répondre. Il n'y a pas d'âge. Voilà. Ça dépend. Moi, mon mari, il a fait son AVC, il avait 56 ans. De toute façon, il a eu sa téléassistance une fois qu'il a été sorti des hôpitaux et tout ça. Mais c'était une téléassistance à domicile uniquement. Oui. Et j'avoue que j'aurais apprécié qu'il y ait une téléassistance nomade parce que vous avez quand même une tranquillité d'esprit qui est quand même importante. Mais donc, en fait, il était jeune. Donc, ça dépend. Moi, jusqu'à temps que j'ai été opérée, j'ai pas eu besoin de téléassistance. Je sortais, j'allais, je venais, j'allais à Paris. Voilà. Ça dépend c'est individuel à chacun. C'est tout à fait individuel à chacun et je pense que il faut que de plus en plus aujourd'hui on soit dans un état d'esprit préventif. Voilà, ne pas penser que quand il se passe quelque chose, il faut que je m'équipe. Moi, l'exemple que je prends souvent, je fais un petit peu de sport et je suis très content d'avoir quelque chose aujourd'hui qui permette de donner à tout moment mon positionnement à mon épouse. S'il m'arrive quelque chose, je le fais pour elle, pour qu'elle soit tranquillisée, et je le fais pour moi parce que je sais que s'il m'arrive quelque chose, je serai localisé. On est exactement dans cette même approche. Donc, c'est à nous aussi, acteurs de la téléassistance, et c'est ce qu'on œuvre, c'est ce qu'on fait chez Ton Solitaris, notamment par rapport à cette écoute, d'essayer de trouver des services qui ne sont pas forcément liés, encore une fois, à de la technologie, mais pour effectivement accueillir aujourd'hui des bénéficiaires, je ne peux même pas parler d'âge, mais qui ont besoin effectivement d'être assurés et d'être bien dans leur quotidien. Voilà, on est aujourd'hui un compagnon de vie, je le répète. Damien de Fachel, peut-être pour revenir sur la partie un peu technique, comment ça fonctionne la géolocalisation en extérieur? C'est un GPS finalement. Et puis je crois que vous avez aussi, deuxième question comme ça, pour répondre aux deux à la fois, vous avez aussi, en ce qui concerne la téléassistance à domicile, des capteurs qui existent, qui viennent compléter l'offre et les services. Oui. Alors, il y a deux choses. Donc, la géolocalisation, à chaque déclenchement, on va être informé à travers notre plateforme du lieu où se trouve le déclenchement. Donc, ça, c'est un automatisme, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez appuyer sur le déclenchement, et après, on va pouvoir le mettre à jour au besoin durant le traitement et on va pouvoir justement accompagner l'abonné s'il se déplace. Donc, on va pouvoir l'accompagner pendant ses déplacements, puisque, comme je le disais, on parlait de chute, mais pas que. On va pouvoir potentiellement l'accompagner pendant son déplacement, le guider, l'aider. Donc, la géolocalisation va pouvoir se faire après le déclenchement et pendant le suivi du déclenchement.
Donc, ça, c'est pour la première question. Et pour la deuxième question sur les capteurs qui oui. existent aujourd'hui, qui sont de plus en plus efficaces. Oui. Aujourd'hui, on a des solutions qui sont complètement autonomes, hein, avec des capteurs qu'on va installer dans le domicile de l'abonné. Donc là, on revient sur des solutions au domicile, avec des capteurs qui vont s'installer à plusieurs endroits, dans plusieurs pièces. Et vous n'allez plus avoir besoin d'appuyer sur quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intelligence va permettre, en cas de chute, de remonter l'information et à ce moment-là, à travers le capteur, on va pouvoir analyser la situation. Donc, je précise, c'est qu'à chaque fois que l'intelligence artificielle détectera la chute… Attention, en ce moment, l'intelligence artificielle, ça fait peur à tout le monde. Hein. Je sais, c'est pour ça que je suis vigilant entre termes de capteurs, mais ce qu'il faut préciser, ce qui est important dans la discussion, c'est de se dire que à chaque fois, on fait état de ces éléments en cas de chute et que ce ne sont pas des analyses qui peuvent être poussées quotidiennement. Et c'est pour ça que je différencie bien les deux. Ce n'est pas des analyses qu'on va faire toute la journée. C'est-à-dire que c'est au moment du déclenchement pour une géolocalisation et dans le cas de capteurs dont on parlait juste après, ça va être dans le cas d'une détection de chute. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir accès à différentes données qui vont nous permettre de traiter correctement la situation. Et c'est pour ça que je précisais bien à travers ça que c'était lié à un déclenchement de notre bénéficiaire et c'est pas l'usage. Et si je peux compléter, Damien, oui. Là, on est dans le réactif où effectivement on équipe le logement et pas la personne. D'accord, ça on l'a bien compris. Il y a le réactif par rapport à une chute, mais c'est pas seulement, c'est aussi ces capteurs-là nous permettent aujourd'hui d'avoir un rôle préventif. C'est-à-dire qu'on peut se parler de situation à risque. Situation à risque, ce n'est pas une chute. Une situation à risque, c'est une immobilisation prolongée dans des toilettes. C'est une immobilisation prolongée dans une douche sur son siège PMR. C'est plein de choses comme ça qui font que ces capteurs aujourd'hui nous permettent aujourd'hui d'avoir des remontées d'informations. Et ça, c'est extrêmement important. Je peux même prendre l'exemple du lit. Aujourd'hui, une immobilisation effectivement prolongée sur le lit ou des levées nocturnes répétitives et anormales qui nous permettrait aujourd'hui effectivement de passer ce type d'informations à des personnes compétentes pour effectivement devancer, et là on se parle de traitement, effectivement une pathologie naissante. Je vais même aller plus loin, aujourd'hui c'est pas le cas, mais on se parle aujourd'hui effectivement, et pas uniquement, mais d'Alzheimer. Alzheimer aujourd'hui, un des signaux faibles que l'on peut observer sur Alzheimer, c'est un ralentissement de la marche au fil du temps. C'est une hésitation de franchissement de seuil de porte. C'est des éléments comme ça qui, aujourd'hui, seule une solution, là, par contre, technologique, permettra de remonter cette information, mais en étant bienveillante, encore une fois. Voilà. Donc, voilà. Focusons sur le préventif. Tout le monde s'en portera mieux. C'est vraiment notre mission du quotidien. Et s'il y a un bouton pour appuyer sur un bouton rouge, bien évidemment, on sait très bien le faire depuis 35 ans. On gérera l'accompagnement auprès de notre bénéficiaire. Toutes ces technos là, ça reste au service de l'humain, quoi. J'ai déjà la réponse, mais je pose quand même la question. L'idée, c'est pas de se substituer aux proches, à la famille, aux aidants. Et d'ailleurs, on invite certaines familles qui se disent ma mamie, ma mère, mon père est équipé du système de téléassistance, c'est pas la peine que je lui passe un petit coup de fil pour savoir si tout va bien. Non, mais c'est pour ça qu'on… Ça arrive, Madame Delattre, non? C'est pas chez vous, hein. On a noté que votre fils était fils modèle, mais ça peut arriver que certaines familles, effectivement, du fait d'être équipées, se disent bon, c'est pas tant qu'on n'a pas eu d'alerte d'appel de la téléassistance, il y a pas de crainte à avoir. Vous n'avez pas eu du tout ce sentiment en vous équipant de vous isoler, d'après ce que j'ai compris? Pour moi, non. Oui, pour vous. Mon fils m'appelle tous les jours. D'accord. Message à tous les enfants. À tous les enfants, tout à fait.
C'est important. Tous les enfants. Non, mais à titre d'exemple, aujourd'hui, quand on reçoit des appels rentrants, donc c'est-à-dire un déclenchement par rapport au bracelet que j'ai ici, des fois on n'entend pas la voix de notre bénéficiaire, mais la voix de l'aidant et qui dit tout fort, bon, tu vois, maman, ça fonctionne bien. Donc voilà, je pense que il y a ce côté de bienveillance effectivement de la part des aidants, de souscrire, parce que c'est bien souvent les aidants qui souscrivent au compte de leurs parents, mais il y a un côté bienveillant. Maintenant, peut-être que certains, effectivement, se disent que c'est une solution alternative. Bon, ce qui est, quoi qu'il en soit, je l'ai bien précisé, nous apportons des solutions humaines et technologiques. Et la solution humaine aujourd'hui, c'est cette relation qu'on instaure humainement. Voilà, je veux dire, un capteur aujourd'hui, quelle que soit la technologie, quand vous êtes sur votre canapé, que vous n'êtes pas bien, vous avez une détresse psychologique aujourd'hui, ça, il n'y a aucun capteur qui vous le montrera. D'accord. Par contre, cet appel qui sera passé, ces signaux faibles qui seront passés et identifiés par nos anges gardiens et grâce à une formation faite par un professionnel de santé tel que François aujourd'hui, nous permettent aujourd'hui effectivement de répondre à ces demandes-là. Donc, toutes les équipes, François, sont formées en je sais pas, télésignalement, je sais pas comment, c'est comme ça qu'il faudrait l'appeler. Oui, toutes les équipes sont formées. Toutes les équipes, j'ai même formé l'année dernière, en 2022, en septembre 2022, le service RH, ressources humaines de la téléassistance. Et pour vous dire, c'est important. Tout à l'heure, on parlait par exemple des comptables qui parfois ont des abonnés en ligne et qui vont se retrouver confrontés à une personne qui va se mettre à pleurer parce qu'il y a une expression d'éléments dépressifs ou d'éléments anxieux ou d'un sentiment d'abandon, des choses comme ça. Et c'est important que les comptables, par exemple, ou un espace conseil, des commerciaux puissent aussi réagir face à cette situation. Donc, il y a un programme qui a été créé depuis une dizaine d'années qui est réadapté. Je pars régulièrement en formation financée donc par mon employeur, par Tenstall, régulièrement en formation pour adapter, ajuster ce programme de formation qui est un programme de 21 heures en 3 modules de 7 heures qui est prodigué à tous les professionnels, y compris les agents administratifs, les personnes que vous allez avoir au téléphone, y compris aux techniciens qui vont se déplacer au domicile des personnes. Cette formation est faite. Alors, il n'y a pas uniquement que des éléments, par exemple, sur qu'est-ce que c'est qu'une maladie d'Alzheimer dans le programme de psychogériatrie. Il va y avoir tout l'aspect qu'est-ce que va produire la perte d'autonomie, la malnutrition, la dénutrition, par exemple. C'est la veille sociale dont on parlait tout à l'heure. Ça va être aussi quelles sont les questions que nous pouvons poser à une personne qui va déclencher alors que nous sommes en période de canicule. Donc, quelles sont les questions qu'on va pouvoir poser pour vérifier que la personne a bien accès à une hydratation que l'on va juger correcte pour des personnes qui sont vulnérables en cette période, etc., etc. Hein, ça c'est important. Ça fait partie de ces modules de formation. Tout un panel, à la fois sur le plan médical, social et également psychologique. On en arrive au terme de ce webinaire. Qui veut, on donnera le mot de la fin à Madame Delattre, mais qui veut rajouter peut-être quelque chose qu'on aurait oublié dans ce panorama global de la téléassistance nomade. Stéphane, Damien, vous avez quelque chose à rajouter? J'ai oublié de vous poser une question. Oui, non, mais je pense que le webinaire, et je te remercie, a été extrêmement riche au niveau des échanges. Je pense qu'autour de la table, et j'intègre Madame Delattre dans ce message, c'est qu'aujourd'hui, on a tous envie d'être libre de ces gestes et de ces mouvements et de se sentir sécurisé. Donc, je pense que c'est vraiment important. C'est vivre l'instant présent pleinement et on espère de notre petite fenêtre pouvoir participer aujourd'hui à cet accompagnement de nos bénéficiaires. Et puis si j'ai un dernier message à passer, c'est un message aujourd'hui à nos anges gardiens qui reçoivent aujourd'hui quotidiennement une multitude d'appels et qui sans eux la téléassistance n'existerait pas. Et c'est un travail formidable. C'est des personnes qui reçoivent un appel sans savoir quel va être l'objet de l'appel, qui sont capables de traiter les appels souriants comme des appels qui sont beaucoup plus compliqués.
Et voilà, bravo à eux parce que c'est l'âme de Ton Solitaris. Voilà. Et Damien, Madame Delattre, merci de nous faire confiance en tout cas. avant de donner la parole à Damien, un mot de conclusion. Avec le micro ouvert, on t'entendra mieux. Un grand classique des réunions à distance. Tout à fait. Il fallait que quelqu'un la fasse, voilà, c'est pour toi. C'est fait, voilà. Et c'est pour moi. Non, je pense qu'on a fait le tour. Je remercie Stéphane du petit message concernant les anges gardiens, qui sont nos anges gardiens à tous, mais que je chouchoute plus particulièrement. Je remercie. C'est pas un métier facile. C'est pas un métier facile, non, c'est pas un métier facile. C'est un métier qui a sa part de stress quotidienne, et ça, faut aussi savoir le dompter, parce que quand on accueille quelqu'un, forcément, et qui va se retrouver sur des cas d'isolement, des cas de dépression, on parlait tout à l'heure de tout ça avec François, mais on est vraiment dans des cas très spécifiques, et à chaque fois, il faut se réadapter. On parlait de 10% de chute. Dans les 90, entre guillemets, c'est le reste du monde. Et le reste du monde, c'est notre société, quand elle va bien, quand elle va moins bien. Donc, c'est tout ça. C'est un anniversaire de souhaiter 5 minutes après une chute. Et puis après, vous allez passer par quelqu'un qui a une détresse. Donc, notre métier, c'est tout ça. Et pour nos anges gardiens et nos anges gardiens qui soient physiques, parce qu'on parlait d'installateurs tout à l'heure, mais qui sont aussi ces anges gardiens-là, il ne faut pas les oublier parce qu'ils interviennent chez les gens. Et ils ont aussi leur rôle. C'est aussi de leur dire merci. Et moi, je leur dis personnellement merci, même si je leur dis au quotidien. Et merci à vous de faire un petit point sur ce qu'on fait au quotidien. Et merci à Madame Delattre. Et j'espère d'un côté vous avoir pour votre anniversaire, mais pour rien d'autre. Ça sera quand votre anniversaire sans donner l'âge. On reste. Le 7 septembre. 7 septembre. Le jour de la Sainte-Reine. D'accord. On sera quelques jours après, juste dizaine de jours après, on sera à Cannes, nous, pour le festival Silver Echo. Mais peut-être un mot de conclusion, Madame Delattre. Est-ce que comment vous avez trouvé cet échange? Et puis peut-être quel message vous souhaitez passer? Le message que je souhaite passer, c'est qu'il faut se sentir sécurisé, ça facilite la vie et la vie est beaucoup plus agréable. C'est quoi le secret du bien vieillir pour vous? Se sentir sécurisé. Et puis continuer à avoir de bonnes relations avec le voisinage, ses proches, plein d'activités, plein de loisirs. Ça fait partie de la vie courante, même si on n'est pas vieux. Oui, mais si je dis ça, c'est parce qu'on s'aperçoit dans d'autres webinaires que parfois il y a des gens qui s'isolent du fait de leur âge, alors qu'au contraire ils ne devraient pas. Et vous êtes l'exemple apparemment des personnes qui arrivent à maintenir ce lien social, d'où votre présence aujourd'hui avec nous au sein de ce webinaire. Je vous remercie beaucoup de ce témoignage. Merci à vous. Et donc 7 septembre. Hein, pour l'anniversaire de oui, mais les informations ne sont pas communicables, mais nous étions au courant. D'accord. Bon, je vous souhaite un bon non-anniversaire, Madame Delattre, et en attendant le 7 septembre. Je vous remercie de ces échanges, c'était riche et vivant. Et puis on va conclure avec le lancement d'une petite vidéo qui retrace un petit peu tout ce qui s'est passé en septembre 2022 au Palais des Festivals de Cannes pour le festival Bien Vieillir Silver Echo. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous en 2023, septembre 2023, 18 et 19 septembre pour l'édition, troisième édition à Cannes du festival Silver Echo. On lance le jingle. Merci encore à vous tous. Très, très bonne journée et à très vite. Très belle journée. À bientôt.